Donc bonjour tout le monde, merci beaucoup pour l'invitation et donc le fait que voilà, la confiance apportée et donc j'en suis très très heureux. Et donc je vais reprendre le démarrage, le départ, et on va parler un petit peu de la microdélétion 22Q1.2 dans sa globalité. Alors je serai peut-être pas aussi détaillant dans toutes les choses que tu as dit que j'allais dire, j'en dirai probablement un peu moins, mais c'est pas grave. Alors du coup je voulais juste faire un petit point sur l'organisation du parcours de soins. C'est à quel endroit se retrouve le bon guichet pour pouvoir essayer de coordonner la prise en charge des personnes qui ont une microdélétion 22, et ben dans les centres de référence et ou de compétences. Voilà, donc c'est là où normalement vous êtes censé avoir le bon guichet. Alors après, la difficulté, c'est de réussir à prendre rendez-vous dans le centre de référence ou de compétences à proximité de chez vous. Et puis l'autre difficulté, c'est quand vous avez un centre de référence ou de compétences qui est à plus de 200 km, comment on fait ? Ça, je ne sais pas répondre à cette question. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est quel centre de référence ou de compétence peut s'occuper de vous ? Parce que finalement, il y a plein de soucis divers et variés. On peut avoir des problèmes cardiaques, on peut avoir des problèmes d'apprentissage, on peut avoir des problèmes phosphocalciques, des problèmes d'auto-immunité, des problèmes au niveau du palais ou autre. Alors, comme je suis de la filière Handirart, je vais vous dire que c'est chez Handirart que l'on fait la globalité de la prise en charge. Voilà. Après... Là où vous avez de la place, et en interne, on se coordonne. Voilà, je vais être très souple parce que je sais que ça devient de plus en plus compliqué et que finalement, si on peut éviter de vous rajouter du parcours de combattant dans votre parcours de combattant, ça peut être pas mal. Alors, bon, je vous ai mis la carte de Handirart, mais j'aurais pu vous en mettre une autre. Donc, vous avez des centres de référence un peu partout en France, avec parfois, effectivement, des difficultés. Si vous êtes ici à Perpignan, je vais parler de ce que je connais. Vous êtes à 2h30 de ce centre-là, 2h30 de ce centre-là. Donc, parfois, ça peut être un peu compliqué. Et les téléconsultations, c'est bien, mais ça a des limites. Voilà, voir les trémulations, par exemple, en téléconsultation, je ne suis pas sûr que ce soit très évident, ou autre. Et puis, ça ne marche pas tout le temps, en plus. Alors, du coup... quelques informations sur la microdélétion 22 dans sa généralité et surtout sur la variabilité des symptômes cliniques. Il y a toujours, d'une personne à l'autre porteuse de microdélétion 22, une grande variabilité des symptômes. Et aujourd'hui, il n'est pas possible, avec l'examen génétique, de vous dire ça sera comme ça ou comme ça. L'examen génétique, il a but diagnostique, il n'est pas pronostic. Donc, on ne va pas avoir d'autre solution que de prendre en charge au fur et à mesure les enfants et ensuite les adultes, et de voir comment ils évoluent et de compenser au mieux leurs difficultés. Donc, il faut savoir que c'est à peu près une naissance sur 3000, avec nos collègues belges qui proposent quasiment systématiquement maintenant un dépistage en anténatal de la microdélétion 22. Ils ont des chiffres qui sont plus proches de une conception sur 1000 sur les 80% des femmes qui acceptent de faire l'examen génétique, qui est une simple prise de sang. On va faire l'équivalent d'une ACPA sur le sang, sur le sang maternel avec l'ADN du bébé qui circule dans le sang de la maman. Dans la majorité des situations, ces variations génétiques sont apparues uniquement chez la personne qui a la microdélétion 22. On va parler, alors j'aime pas ce terme, mais il est explicite, d'un accident génétique. Il n'y avait rien dans la famille, puis le problème génétique apparaît chez la personne. Par contre, une fois que la personne a cette microdélétion 22, elle va avoir un risque sur 2 de la transmettre à ses enfants. Et ce, que ce soit un garçon ou une fille, il n'y a pas de lien avec ça. Et il y a différents types d'anomalies chromosomiques. Là, je vous ai mis 2, mais vous allez voir qu'en fait, il y en a plus que 2. Initialement, ce qui était proposé, c'est ce qu'on appelle la fiche. Donc, on prend une petite sonde, on la colle sur le chromosome 22. Et maintenant, j'ai tendance à recommander plutôt l'ACPA, l'analyse chromosomique par puce ADN ou CGHRE ou karyotype moléculaire. Pour faire simple, on a mis plein de noms différents, qui va permettre de voir toutes ces microdélétions qu'on va voir ensemble. Alors, je vous ai mis un petit panneau ici, mais vous êtes plus expert que moi sur ces questions-là, où on peut avoir quelques variations morphologiques du visage, mais en soi, ça n'a pas d'intérêt. Alors, je reprends la diapositive qu'a montré Thomas sur les différents symptômes qui peuvent être présents chez les personnes qui ont une microdélétion 22. Je vais en parler de quelques-uns, mais pas tous. Je ne serai pas aussi large que Thomas l'a proposé. Alors, qu'est-ce que c'est que cette microdélétion 22Q1.2 ? Pourquoi on parle de ça ? Alors, il y a plein d'autres termes, je vous les avais mis, non, c'est Thomas qui les avait montrés, non, ils sont ici. Il y a plein d'autres noms qui peuvent être apportés pour la microdélétion 22. Pourquoi on dit micro ? Parce qu'on ne la voit pas avec les
techniques classiques d'examen des chromosomes. Donc, ce n'est pas une délétion, mais une microdélétion. Et 22, parce que c'est sur le chromosome 22, je ne vais pas m'y faire. C'est sur le chromosome 22. Pourquoi Q? Parce que c'est sur le bras long et pas le bras court. C'est le bras long ici. Sur le bras long qu'on appelle Q. Et pourquoi 1.2? Parce que c'est la bande 1, sous-bande 1, sous-bande 2. Donc, c'est pour ça qu'on ne dit pas 22Q11. On peut le dire, hein. Mais disons qu'on peut aussi dire 22Q1.2 parce que c'est bande 1, sous-bande 1, sous-bande 2. Donc ça correspond à un petit morceau de chromosome qui est parti, qui n'est pas toujours de la même taille, on va voir après. Et comment ça arrive, ça? Pourquoi tout d'un coup, dans la famille, il n'y avait rien, puis un bébé a cette microdélétion 22? Tout simplement parce que nos chromosomes, au moment où on va fabriquer des spermatozoïdes ou des ovocytes, ils doivent se coller. Et ensuite, ils s'échangent, c'est le brassage génétique, et après, ils se séparent. Et pour se coller, ils se collent par des endroits qui sont toujours les mêmes, qui sont ces petites régions qu'on appelait A, B, C, D, E, F, G, H, I, J et qui sont sur les chromosomes 22. On parle de LCR, de Low Copy Repeat, de variations chromosomiques qui sont des petites répétitions, mais qui sont assez similaires et qui permettent aux chromosomes de se coller. Ça marche un peu comme une fermeture éclair, en gros. Et puis dans la microdélétion 22, qu'est-ce qui se passe? En fait, on va pas mettre bien en face les différents LCR, et donc au moment où on va mélanger les chromosomes mais ensuite les séparer, c'est comme la fermeture éclair quand on ne la met pas bien comme il faut et qu'on tire dessus, ça casse. Et donc c'est ce qui se passe, il y a un petit morceau de chromosome qui va être manquant dans une des gamètes, un des spermatozoïdes et l'ovocyte, et dans l'autre spermatozoïde et l'ovocyte, il va avoir ce petit morceau de chromosome en plus. Donc il y a aussi autant, on dit, mais on n'est pas sûr de l'avoir complètement observé, autant d'enfants qui naissent avec une microdélétion 22 que d'enfants qui naissent avec une microduplication 22. Ce n'est pas les mêmes problèmes génétiques, ce n'est pas les mêmes conséquences, et on ne fait pas du tout le même suivi. Alors je vous ai dit qu'il y avait plusieurs microdélétions 22Q1.2 qui sont déterminées en fonction de ces fameux LCR A, B, C, D, et donc on peut, avec le problème de fermeture éclair, le faire à cet endroit-là, le faire à cet endroit-là, le faire à cet endroit-là, le faire comme ça, enfin tout est possible. Le plus fréquent... J'ai un problème praxique, hein, tu me feras une petite rééducation après, s'il te plaît, Caroline. Donc du coup, le plus fréquent, c'est celle-ci, c'est la AD, mais il peut y avoir d'autres formes. Pourquoi c'est important d'avoir cette information? Parce qu'on n'a pas tout à fait le même contenu en gène en fonction de si on a la grande délétion, la petite, la moyenne ou les intermédiaires. Et donc, on n'est pas censé avoir complètement toujours les mêmes symptômes, en particulier quand on se retrouve avec une deuxième maladie génétique. Tout ce qui est en rouge comme ça, c'est des gènes qui sont sensibles en fait, au fait que si on a ce petit morceau de chromosome 22 en moins, plus sur l'autre chromosome qui est donné par le papa ou par la maman, une variation dans ces gènes-là, on va avoir à la fois une microdélétion 22, mais une autre maladie génétique. Et parfois, il y a des personnes qui ont une microdélétion 22, qui ont des symptômes très bizarres, atypiques, qui ne sont pas classiques de la microdélétion 22, c'est parce qu'ils ont une autre maladie génétique. Ça peut être, par exemple, je vais peut-être le retrouver ici, un problème d'hémostase, une coagulation du sang qui marche vraiment pas bien du tout. Si c'est le cas, ça veut dire qu'il y a probablement deux maladies génétiques et pas qu'une seule. Alors après, les généticiens, comme ils sont très compliqués, ils ont décrit des tas d'autres délétions 22. Donc on a la classique, on a la proximale, la centrale et puis des distales. Dès qu'on dépasse ici, on n'est plus vraiment dans le tableau clinique que vous connaissez, qui est la microdélétion 22 classique. On est dans d'autres formes de problèmes chromosomiques, même si on les appelle quand même les distales 22Q1.2 délétions. Donc, je vous ai montré la classique, les autres formes qui existent, qui sont moins fréquentes, et puis un petit focus sur ce gène-là, TBX1, parce que parfois, il y a des personnes, ils ont juste une lettre qui change dans ce gène-là, et qui vont avoir quasiment les mêmes symptômes que la microdélétion 22. C'est vraiment un des gènes majeurs. Et puis ce gène-là, il va aller moduler la possibilité d'avoir ou non une malformation cardiaque dans la microdélétion 22. Je ne rentrerai pas plus dans les détails, parce qu'on n'est pas encore dans de l'application pratique, clinique, permanent. Ça viendra plus tard quand on généralisera le séquençage de génome. Aujourd'hui, on reste sur l'ACPA pour faire le diagnostic. Et donc, c'est ce que je vous disais, on a plein d'autres maladies génétiques qui peuvent être associées à la microdélétion 22. Et si vous avez par exemple une microdélétion 22, en plus une craniosténose, une perforation anale, des anomalies squelettiques, c'est qu'il y a une autre maladie génétique soit ajoutée. Donc, il faut être vigilant sur cette question-là.
Bon, je vais très rapidement passer sur cette dia, juste pour dire qu'on commence à voir quelques petites corrélations génotype-phénotype, en particulier sur un certain nombre d'éléments cognitifs, mais ça reste encore quelque chose de pas forcément utilisable en pratique, en routine. Alors ce schéma très compliqué, parce que Thomas il a montré les schémas compliqués, alors je fais pareil. C'est juste pour vous dire, mais qu'est-ce qui se passe quand ce morceau de chromosome 22 est en moins? Eh bien, quand ce chromosome 22 est en moins, en particulier quand ce gène TBX1, il n'y a plus qu'une seule copie qui reste, on va perturber le programme génétique du développement de l'embryon et donc du fœtus. En particulier, on sait qu'il y a des cellules qui sont ici tout le long de la future colonne vertébrale, qui sont des cellules un peu particulières qui vont migrer pour faire le massif crânio-facial, pour faire le visage, et qui vont migrer pour faire les glandes parathyroïdes, celles qui contrôlent le calcium, qui vont migrer pour faire le cœur. Et donc, quand on a une microdélétion du chromosome 22, on va avoir un problème de migration de ces cellules qui vont moins bien se déplacer, qui vont être en moins grande quantité, et donc on va avoir des parathyroïdes qui sont plus petites, on va avoir un massif crânio-facial qui sera un peu différent, on va avoir une malformation cardiaque. Alors, c'est jamais 100%. Hein. 100%, ça n'existe pas. Le jour où on sera super performant en génétique, on pourra vous dire pourquoi c'est arrivé, pourquoi c'est pas arrivé. Aujourd'hui, c'est pas encore le cas. Mais globalement, le mécanisme, c'est ça. Ce morceau de chromosome contient des gènes qui sont importants pour la migration des cellules des crêtes neurales. Ces cellules ne vont pas migrer correctement et donc on va avoir des malformations cardiaques. Alors c'est l'exemple qu'on voit ici. Là, c'est tout ce qui est thyroïde, parathyroïde. Là, c'est tout ce qui est cœur. Tout n'est pas expliqué par ce mécanisme, mais ça explique quand même pas mal de choses. Les malformations cardiaques, très rapidement, elles sont toutes confondues présentes chez 48% des personnes. Là, ce que j'ai mis, c'est qu'il y a un gradient fœtal adulte. En gros, si vous avez une malformation cardiaque en anténatal, c'est un fœtus sur 100 avec malformation cardiaque qui va avoir une microdélétion 22. Et puis, si vous n'avez pas de malformation cardiaque, il y en a moins fréquemment chez les adultes. Ces malformations cardiaques, elles sont très particulières parce qu'elles sont vraiment liées à ces cellules qui doivent migrer, qui doivent fermer ici à la fois l'artère pulmonaire et à la fois finir de cloisonner une partie du cœur qu'on appelle les ventricules. Et donc on va avoir tout un type de malformations cardiaques qui sont dans le même champ de malformation. Ce n'est pas 100% des personnes, bien évidemment, hein, c'est un peu moins d'une personne sur deux avec microdélétion 22. Sur le plan crânio-facial et phonation, à nouveau pareil, on va avoir ces fameuses cellules des crêtes neurales qui vont migrer, qui sont censées finir de fermer le palais, ou en tout cas servir à fermer le palais. Donc si je n'ai pas assez de cellules, je vais avoir un palais qui ne va pas bien se fermer. Mais il n'y a pas que ça qui se passe dans la microdélétion 22. Ce qui se passe aussi, c'est qu'une partie de ces cellules des crêtes neurales sont aussi des cellules qui vont participer à l'innervation. Et ce qu'on a pu voir chez les souris qui ont une microdélétion 22, c'est qu'au lieu d'avoir deux nerfs bien distincts l'un de l'autre, on va avoir du câblage qui va se perdre un peu, qui va se mélanger entre les différents nerfs, et en particulier les nerfs qui contrôlent en fait tout ce qui est mastication, tout ce qui est déglutition, tout ce qui est phonation. Et donc quand on demande à une personne de pouvoir bien déglutir, bien mastiquer, etc., et si on a mélangé le schéma nerveux, ça va être assez compliqué de réussir du premier coup à le faire. Et donc il faut rééduquer pour réussir à essayer de rattraper un peu les choses. Alors, il n'y a malheureusement pas que ça qui est responsable de ces troubles de la phonation chez les personnes qui ont une microdélétion 22. Ici, c'est des personnes qui avaient une microdélétion 22 qui ont fait une IRM, c'est une IRM de la partie de l'oralité. Et après, il y a une reconstruction en 3 dimensions qui a été faite. Et qu'est-ce que l'on voit? On voit ici, chez des personnes qui n'ont pas de microdélétion 22, la partie qui permet de contracter le pharynx, en tout cas la zone oropharyngée. Donc vous voyez ici, c'est assez étroit. Et chez les personnes qui ont une microdélétion 22, il y a vraiment un élargissement qui est lié à ces problèmes de migration des cellules des crêtes neurales. Donc vous voyez qu'on commence à dire, il y a la fente du palais, il y a le câblage, et il y a anatomiquement tout ce qui est oropharyngé. Donc du coup, les problèmes finalement de phonation sont extrêmement importants et liés à plusieurs choses. L'hypotonie musculaire, l'hypoplasie des adénoïdes, on n'a pas trop parlé, la platybasie, donc ça c'est vraiment la forme crânio-faciale, les asymétries des voies aériennes et puis les anomalies d'innervation. Et c'est aussi ça qui est probablement responsable
difficultés de succion, déglutition et parfois d'avoir ces reflux parce que quand on fait des... Je suis pas sûr de l'avoir mis, je l'ai pas mis. Quand on fait manger un produit comme de la barite à un enfant qui a une microdélétion 22 et qu'on lui demande de déglutir, on s'aperçoit que ça part un peu dans tous les sens au lieu d'aller au bon endroit, ça reflue et ça entraîne plein de soucis. Alors, tout ce qui est troubles endocriniens, ça a été traité par Thomas. Tout ce qui est troubles psychiatriques et autres, ça va être traité par nos collègues, dont Caroline qui est là avec nous aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai pas vu Thomas. Bon, Thomas n'est pas encore arrivé, mais il viendra bientôt. Enfin, le professeur Aliès, pardon, j'ai dit Thomas. Stéphane, merci, pardon. Donc, je ne sais pas si Stéphane est là. Il n'est pas là, donc il arrivera plus tard. Alors, maintenant qu'on a défini un peu les questions d'ordre médical qui représentent peut-être 10% de la vie des personnes qui ont une microdélétion 22, il reste les 90 autres % de la vie qui sont le parcours en fait de vie et de soins des personnes qui ont une microdélétion 22. Alors l'idée d'essayer d'inférer sur ce parcours, on va passer tout de suite à ça, ça va être d'essayer de rendre le parcours le plus linéaire possible. Donc en fait, quand on est, on va avoir en anténatal, même le parcours il démarre comme ça, et puis on est censé avoir une trajectoire de vie à peu près rectiligne. Mais quand on a une microdélétion 22 ou une autre maladie génétique rare, on va avoir des obstacles. Et plus on met des obstacles, et plus ce parcours de vie devient de plus en plus compliqué. Donc comment on peut inférer là-dessus ? Soit on essaye d'enlever des obstacles, vous avez une malformation cardiaque, on fait une réparation chirurgicale, on peut faire un peu de prévention, un peu de TP, puis parfois ça peut marcher. Soit, j'ai enlevé l'obstacle, soit on contourne l'obstacle. Donc comment ça se passe ? Je vais faire de l'ergothérapie, de la remédiation cognitive, de l'orthophonie, etc. Je l'ai dit, tu as vu, c'est... Bon, voilà. Alors, du coup, comment ça se passe chez une personne qui a une microdélétion 22 ? Le parcours du combattant, il peut démarrer dès la période préconceptionnelle, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore d'enfant. Je suis porteur d'une microdélétion 22. Comment je suis informé ? Qu'est-ce que je veux faire par rapport à cette information-là ? Est-ce que je me lance dans des questions de procréation médicalement assistée, diagnostic préimplantatoire, diagnostic prénatal ? Donc ça veut dire que déjà, on se pose des questions parfois assez tôt. On peut être adolescent et déjà se dire, mais moi, si j'ai des enfants, comment ça va se passer ? Comment je vais gérer ces questions-là ? Et du coup, on va essayer de discuter un certain nombre de choses. Alors c'est beaucoup de schémas à nouveau un peu compliqués, mais globalement, le diagnostic préimplantatoire, comment ça se passe ? On vous fait un bilan pour savoir en termes de fertilité où vous en êtes. Puis après, vous allez rencontrer c'est le parcours du combattant, que ce soit le prénatal ou préimplantatoire, c'est quand même le parcours du combattant. Vous allez rencontrer plein de médecins qui vont vous dire oui, vous avez suffisamment de spermatozoïdes ou d'ovocytes, oui, vous avez des cycles qui sont réguliers, oui, on va pouvoir vous proposer ça. Et puis après, on va faire donc une fécondation in vitro. Et sur cette fécondation in vitro, on fera un test génétique à 4 jours de développement de l'embryon. Et on réimplantera les embryons qui ne sont pas porteurs de la variation si c'est le souhait du couple. Parce qu'encore une fois, cette demande, elle vient de la part du couple. On peut nous expliquer, mais la demande, en tout cas, c'est pas nous qui vous l'apportons. C'est vraiment à vous de nous dire ce que vous souhaitez. Et il faut savoir que quand on fait ce type de choses, ce diagnostic préimplantatoire, le taux de réussite d'une grossesse, c'est 20%. C'est-à-dire qu'il faut quasiment 5 essais si on veut être sûr. Alors, parfois, ça marche du premier coup, super. Et puis, parfois, il faut attendre plus que ça. L'autre possibilité, si par exemple on s'inscrit dans un parcours DPI et que tout d'un coup il y a une grossesse inopinée et qu'on reste sur cette question de se dire je préférerais avoir un enfant ou je suis en difficulté pour avoir un enfant avec microdélétion 22, c'est de proposer un diagnostic prénatal. Donc là, on va faire un geste invasif, un prélèvement de placenta ou de liquide amniotique pour déterminer si l'enfant a microdélétion 22 ou pas. Alors, dans un futur assez proche, on sera en capacité de le faire par une simple prise de sang. Plus besoin de faire de gestes invasifs, parce qu'on va capter l'ADN du bébé qui circule dans le sang de la maman, comme on peut le faire aujourd'hui avec la trisomie 21, et on pourra regarder s'il y a ce morceau de chromosome 22 en plus ou en moins. Aujourd'hui, en France, bizarrement, c'est pas possible, alors que si vous allez en Belgique, c'est possible, et si vous allez en Espagne, c'est possible. Bon, c'est un problème d'organisation de soins. Alors, on peut
continuer ce parcours par, pendant la grossesse, la découverte d'une malformation cardiaque congénitale, par exemple. En particulier, si elle est dans ce fameux champ de la microdélétion 22, se retrouver avec cette question, microdélétion 22, oui, non, présente, pas présente, comment on s'organise, qu'est-ce qu'on fait ? Et puis, du coup, nous, ce qu'on doit proposer, c'est un accompagnement de la personne, de la maman, du papa, en sachant que c'est la maman qui a le dernier mot quand il y a la grossesse. Et du coup, voilà, comment on prend en charge, quelles sont les possibilités, qu'est-ce qu'on peut faire sur les différents éléments de dépistage et de prise en charge, sachant que l'ADN libre circulant, c'est pas pour tout de suite, malheureusement. Puis arrive la naissance avec tous les soucis qui arrivent et toutes les informations qui dégringolent les unes après les autres. Il y a la malformation cardiaque, comment on va l'opérer, il y a les problèmes de calcémie, il y a les problèmes d'oralité. Bon, ça, on a vu un peu tout comment on peut prendre en charge. Ce qui est très très important, c'est rassurer les parents, et probablement qu'on le fait très très mal et pas assez, sur un parent. Il peut s'occuper d'un enfant. On les rassure sur leur parenté, sur leur capacité à pouvoir s'occuper de cet enfant, à aimer cet enfant, à le gérer et à grandir avec. Et souvent, ça se passe plutôt bien. Et puis, nous, on doit, en plus de rassurer, informer sur la prise en charge à la fois médicale, sur la prise en charge à 100% pour un certain nombre d'examens, mais aussi médico-social, tel qu'on l'appelle aujourd'hui, sur tous les dossiers et les parcours de soins et la prise en charge donc médicale et médico-sociale, donc MDPH. Sachant que je ne suis pas sûr que de faire tous ces dossiers MDPH à répétition, enfin, je ne sais pas qui adore faire ça, je pense que je n'aurais pas une seule main levée, c'est juste la croix et la bannière, surtout qu'il faut recommencer régulièrement. Recommencer, c'est pas plus mal parce que parfois, comme ça change dans le projet, il faut refaire le dossier MDPH si le projet change. Et c'est pour ça que la MDPH, assez récemment, a mis en place cette petite case en disant le projet n'a pas changé. On simplifie beaucoup les choses parce qu'avant, ce n'était pas le cas. Donc ça, c'est quand même un plus. Donc on va continuer à prendre en charge et puis on va faire effectivement cette hypotonie, kiné, trouble de l'oralité, tout ce qu'il faut faire sur le plan médical. Quand les enfants grandissent, le projet il grandit et les choses grandissent, donc on va faire attention à un certain nombre de points. Alors j'ai un micro point de désaccord avec Thomas quand il dit quand on grandit pas bien, il faut donner à manger. Attention au risque de surpoids dans la microdélétion 22. Ne chargeons pas trop en calories parce que un enfant qui a une microdélétion 22 a tendance à peut-être un peu moins bouger que d'autres enfants, donc il va dépenser moins de calories, donc il va mieux prendre ses calories et donc on risque d'avoir des problèmes de surpoids comme cela existe après à l'adolescence et à l'âge adulte. Mais c'est le seul point de désaccord que j'aurai avec toi, Thomas. Tiens, t'as un droit de réponse. Le droit de réponse en direct. En fait, j'ai pas dit qu'il fallait faire trop manger les enfants qui avaient un poids normal. J'avais dit que s'il y avait un problème de poids, c'est-à-dire un enfant qui a une insuffisance pondérale, au bout d'un moment, ça va se répercuter sur la taille. Et dans ce cas-là, il faut surtout résoudre le problème de poids et pas forcément par l'alimentation. Ça peut être de l'orthophonie, de la rééducation, des choses comme ça. On est d'accord. Ouf, parfait. Donc c'est très bien. Comme ça, on règle les choses en direct. Non, mais je pense que c'est très très important. Attention, parce qu'à un moment, la règle, c'était quand on n'était pas très grand, il fallait donner à manger, il y a longtemps. Tu fais non. Moi j'en ai connu. Donc du coup, comme c'est déjà arrivé, je vous dis faites attention à ça. C'est très très important. Il y a vraiment ce risque de surpoids qui existe à l'adolescence, à l'âge adulte, même parfois un peu avant. Et il faut assez rapidement informer sur cette information, sur ça, et essayer d'être vigilant dessus. Parce qu'une fois que c'est parti, c'est super compliqué à récupérer. Donc on va accompagner à l'école, et donc à l'école qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on doit faire plein de dossiers, mais surtout attention chez les enfants qui ont ces infections ORL à répétition, parce que j'en ai pas parlé, mais il y a ce petit déficit immunitaire. La plupart du temps il est léger, ce déficit immunitaire, il va être responsable d'infections ORL à répétition parce qu'on ne produit pas assez d'immunoglobulines. Et donc, du coup, quand un enfant a des infections ORL à répétition, en général, il va chez l'ORL. Et l'ORL, avant, quand il n'était pas au courant, il va aller enlever toutes les végétations. Et si on enlève toutes les végétations qui soutiennent en fait le voile du palais, en tout cas qui le tiennent contre le cavum, le voile du palais s'effondre. Et là, c'est la catastrophe. Tous les efforts d'orthophonie qui ont été faits sont perdus. Et l'enfant ne devient plus du tout intelligible. Et ça, c'est vraiment un vrai souci. Parce que
Si on se bat pour que l'enfant soit intelligible et qu'après on fait l'inverse, c'est une catastrophe. Donc, contre-indication absolue d'une ablation complète des végétations. À la rigueur, on peut en prendre un petit peu, mais il vaut mieux mettre des aérateurs transtympaniques, des yo-yo, plutôt que d'enlever les végétations et les amygdales. De toute manière, ce qu'il faut, c'est tenir jusqu'au moment où l'enfant est plus grand et il a moins d'infections ORL à répétition. Qu'est-ce qu'on peut proposer toujours quand on est adolescent? Il va falloir surveiller un certain nombre de points. Troubles psychiques, j'en dis pas plus. Après, vous aurez plein d'informations par la suite. Il faut faire attention donc, à tout le reste, l'accompagner. On va bien évidemment dire attention sur le risque de troubles psychiques et on peut rigoler, on peut faire la fête, mais faites attention aux prises de toxiques. Alors j'ai mis cannabis parce que je suis tombé sur un papier récemment qui a dit que la personne qui a une microdélétion 22 habituellement est peu appétant ou en tout cas utilise pas trop de substances psychiques, à part le cannabis, je sais pas comment on dit, substances qui rendent heureux, mais qui peuvent faire des soucis. Et donc, du coup, vraiment faire attention à ça, informer les jeunes. Le lien n'est pas très évident entre prise de cannabis et schizophrénie, mais franchement, je ne jouerai pas avec ça. Après, il y aura peut-être un droit de réponse à dire après. Et puis, on continue comme ça. Quand on devient un jeune adulte, on peut travailler. Et là, c'est assez compliqué. Parce que souvent, les jeunes que l'on a suivis, on a réussi à les maintenir en milieu ordinaire. Ils ont fait des apprentissages, ils ont le bac, et ça devient très, 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 très compliqué de travailler en milieu ordinaire. En fait, comme ils sont dans cette zone grise, à la fois, ils n'ont pas suffisamment de difficultés, puis à la fois, ils en ont un petit peu trop. Ils ont du mal à trouver du travail en milieu ordinaire. Donc, il faut quand même pouvoir essayer de les accompagner au mieux. On peut être dans des milieux qui ne sont pas ordinaires, quand on a une microdélétion 22, dans des ESAT, voire des femmes, des masses. Préconiser activité physique et des sorties, parce que c'est hyper important aussi d'essayer d'avoir une vie sociale et pas d'être que métro, boulot, dodo, même si parfois on n'a pas le choix. Je continue. Il faut être en capacité de donner un statut de travailleur handicapé si nécessaire. Et merci sur la petite bêtise que j'avais mis. Parce que j'avais mis, on ne peut pas avoir la RQTH quand on est étudiant. En fait, non, on ne peut pas avoir la AH quand on est étudiant. Et ça, c'est une vraie bêtise, je pense. Parce que si le jeune continue à faire ses études après ses 18 ans, il n'a plus de compensation de ses difficultés, ce qui est quand même un peu nul. Hein ? Oui, voilà. Alors, je peux juste dire que c'est nul. Malheureusement, on ne peut pas faire changer plus les choses pour l'instant, mais en tout cas, je pense que c'est franchement pas terrible. Et puis après, quand l'adulte il devient un peu plus âgé, il faut pouvoir l'accompagner. Et là, il y a, dans le cadre de la microdélétion 22, un déclin cognitif. Donc, il faut essayer de jouer contre ce déclin cognitif et de voir comment on peut, par l'orthophonie, de la stimulation cognitive. Mais là, on est un peu ignorant puisque on commence tout juste à voir ces adultes qui commencent à être un peu plus âgés. Et voilà, j'ai fini. J'espère que j'étais dans le temps. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Si je pourrais y répondre, ça c'est pas sûr non plus. Oui. Bonjour, je voudrais savoir qu'est-ce qu'on sait du lien entre la microdélétion et la polymicrogyrie. Alors, il faut que je revienne un peu loin, si je peux. En fait, il y a, dans le cadre de la microdélétion, je vous ai montré un certain nombre de gènes qui, quand on a la microdélétion sur un des chromosomes qui est donné par le papa ou par la maman, entre guillemets, enfin c'est des nouveaux, et de l'autre côté une variation sur l'autre chromosome, on peut se retrouver dans la situation d'une maladie récessive. Merci. Du coup, ça va pas vite. Ah mais non, c'est que c'est moi qui ne fais pas bien. On peut se retrouver dans le cadre d'une maladie récessive, donc il faut rechercher un deuxième événement génétique qui pourrait expliquer cette polymicrogyrie dans la microdélétion 22. En tout cas, je le conseille très très fortement, parce que cette micropolygyrie, elle n'est pas très fréquente. Bon, j'appuie. Cette polymicrogyrie n'est pas très fréquente, j'aurais tendance à dire tout symptôme atypique égale poursuivre les investigations par la réalisation maintenant d'un génome. C'est un séquençage de l'intégralité de l'ADN.
Pour avoir ce séquençage de génome, il faut aller dans un centre expert dit de référence ou de compétence. Donc votre préféré, soit déficience intellectuelle, soit soit handirare. Donc il faut reprendre contact avec un généticien ou un neuropédiatre, mais si c'est un adulte, généticien, parce que les neuropédiatres, ils ne voient plus les adultes. Enfin, chez déficience, il y a les deux. Hein. Bon, je vais avoir fini de répondre à la question. Je serai toujours pas. Ah, voilà, on y est. Zut, voilà, j'ai trop. Donc nous y voici. On a ici un certain nombre de pathologies. Et si je dis pas de bêtises, dans le Sedgwick syndrome, il y a des micropolygyries qui existent. Donc c'est SNAP29 et SNAP29 il est ici. Donc si j'ai une délétion AD et que j'ai un symptôme bizarre, peut-être que j'ai d'un côté sur un des chromosomes cette délétion et de l'autre une variation dans l'ADN, donc ponctuelle, là juste une lettre qui a changé et crac. Oui. Toujours. Alors, je répète la question. Est-ce qu'il faut nécessairement que les deux parents soient testés quand on veut aller plus loin sur ce type d'examen génétique? Et j'ai répondu toujours. Alors, c'est pas toujours facile d'avoir les deux parents, mais globalement, ça aide clairement à la fois le généticien moléculaire à trouver cette deuxième variation, et à la fois s'assurer que cette deuxième variation, elle est bien héritée d'un des deux parents. Ça va être pour nous un argument assez fort pour dire oui ou non. Donc, en général, le prélèvement des deux parents plus l'enfant est très important quand on veut faire un génome. Parce qu'il est possible aussi que cette polymicrogyrie soit liée à un autre gène qui n'a rien à voir avec la microdélétion 22 sur un autre chromosome. Le fait d'avoir deux maladies génétiques, on pense que c'est environ 5 à 6% des personnes. Donc on peut avoir des trucs bizarres, et ce n'est pas la microdélétion 22. Tout n'est pas la microdélétion 22. Merci. Donc ma question c'était si on a un enfant qui développe d'autres maladies, comme par exemple une maladie auto-immune, mais qui n'est pas citée là, qui fait partie d'un autre centre de référence, par exemple. Si on veut avoir, s'il y a des anomalies squelettiques aussi, qui sont par exemple les genoux, enfin je parle un peu de mon cas. Hein. Et est-ce que justement, si on revient vers vous, généticien, vous pouvez faire une analyse effectivement bien plus précise? Oui, si on considère que le symptôme observé n'est pas en lien avec la microdélétion 22 et qu'on est dans le cadre, parce qu'il y a l'autre, de suffisamment de connaissances pour expliquer ce symptôme, à ce moment-là, ça vaut vraiment le coup de reprendre les choses et de s'assurer qu'il n'y a pas une deuxième maladie, parce que s'il y a une deuxième maladie, il y a peut-être une prise en charge spécifique, personnalisée, qui n'a rien à voir avec la première. Et je rappelle, c'est 5 à 6% des personnes. Ça, plus on utilise nos outils génétiques et plus on se retrouve dans ces situations-là de toute manière. Non, on ne va pas être au chômage, puis ça ne va pas s'arranger avec ce qu'on appelle les données incidentes, qui est la découverte accidentelle au cours de l'examen génétique d'une autre maladie qui n'est pas en lien avec celle recherchée. Et ça, à partir de 2023, on aura la possibilité de le faire. Oui, bonjour. Ici, j'ai une double question. Est-ce qu'on a des chiffres sur l'insertion justement des adultes au travail ? Pas à ma connaissance, en France. Alors peut-être que Caroline Dibili sera plus performante pour répondre à cette question. Non. La France, c'est pas le pays des chiffres pour un certain nombre de choses. Ça peut être le pays des chiffres pour d'autres. Mais aujourd'hui, on n'a pas de registre. On n'a pas vraiment... Enfin, il y a un registre maladie rare qui est BAMARA, qui va permettre d'apporter un certain nombre d'informations. Mais par exemple, ces informations d'insertion dans le milieu du travail ordinaire ou même dans le milieu de travail type ESAT, non. Alors j'aurais tendance à dire, il y a certaines associations de personnes malades qui font ce travail-là, qui peut être un peu imparfait, hein, mais je pense par exemple à VLM, Vaincre la mucoviscidose, qui a fait un travail assez important, qui a fait changer un petit peu la dynamique des tutelles. Est-ce qu'il faut du coup faire un dossier MDPH systématiquement ?
Pour l'insertion, ah oui. Après, ça ne veut pas dire que il va y avoir des solutions qui vont être trouvées. Hein. Pour nous, ça reste quand même la boîte de Pandore de réussir à faire cette insertion en milieu ordinaire ou pas en milieu ordinaire, d'ailleurs en milieu protégé. Mais le milieu ordinaire est très compliqué. Alors après, il y a Cap Emploi, il y a des tas de trucs comme ça, mais on tourne en rond en fait. Hein. Je pense que tant que les mentalités n'auront pas changé, ça. Je pense que la RQTH est obligatoire. Stop. Il faut. Oui. C'est ce qu'il faut dire. En plus, quand on a 22 Q11, vous l'avez systématiquement. Elle va vous être attribuée pour un temps assez long. Maintenant, avant c'était assez court, maintenant c'est beaucoup plus long. Et ça permet, même si vous n'en servez pas tout de suite, de l'avoir sous le coude. Parce que on sait que forcément, il y aura malheureusement toujours un problème dans le milieu ordinaire. Alors, si je peux permettre, le RQTH, c'est... Non, mais vous avez raison. Le RQTH, c'est 2 millions de personnes en France. Dernière question. 2 millions de personnes en France et moins de 500 000 qui l'utilisent. Alors effectivement, dans notre expérience à Lyon, il y a des difficultés dans l'insertion professionnelle. Je dirais que la fragilité qui rentre le plus à prendre le plus en compte dans l'insertion professionnelle, c'est pas tant les difficultés médicales générales, ni même les troubles psychiques, c'est la fatigabilité. Et c'est vrai que c'est vraiment cette fatigabilité qui fait que nos jeunes adultes ou nos adultes ont du mal à s'intégrer. Et la question du parcours d'insertion professionnelle, c'est une question qui nous tient vraiment à cœur à Lyon. Et dans notre projet de CRMR Génopsy national, on va embaucher un job coach qui sera vraiment dédié à cette question-là pour essayer de trouver des stratégies pour insérer les personnes avec maladies rares. Donc ça fait vraiment partie des grandes questions qu'on s'est posées à l'occasion de ce projet. Ouais, alors nous, on y est depuis quelques années avec Maladies Rares Occitanie. Donc il y a un réseau de santé en dehors de l'hôpital pour essayer de régler ces problèmes-là. C'est hyper compliqué. C'est bon. Bonjour, moi j'ai une dernière question. J'imagine que les techniques de diagnostic ont bien évolué au fil des ans. Donc, quand un diagnostic génétique a été fait en 2006, par exemple, je suis pas sûre qu'il y ait tout ce détail. Est-ce qu'il est nécessaire d'en refaire un aujourd'hui ou pas? Est-ce qu'il est nécessaire d'en refaire un en fonction de certains éléments? Voilà. Alors oui, s'il y a d'autres symptômes qui ne sont pas bien compris, oui, il faut le refaire. Et moi, j'ai tendance maintenant, systématiquement, quand je revois des personnes un peu plus qui ont eu un diagnostic initial avec le karyotype et la fiche, de leur faire l'ACPA systématiquement. Ça apporte pas un plus fantastique, ça permet juste de dire si ça a des lésions classiques ou pas classiques. Par contre, le jour où on va avoir besoin d'un diagnostic plus précis, parce qu'il y a une thérapie, d'avoir besoin de reprendre les ADN de tout le monde parce qu'il y a une nouveauté, on a tout ce qu'il faut, c'est déjà tout stocké et on gagne beaucoup de temps. Si j'ai bien compris, si on a eu un diagnostic par fiche, ça veut dire qu'on a au moins la AB. Hein, c'est ça? On a au moins la AB, effectivement, oui, parce que c'est TBX1, la fiche elle est sur TBX1.